Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Petites Transmissions, le premier podcast des professionnels de la petite enfance. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose ici des discussions sans tabou autour de thèmes liés à notre quotidien professionnel qui touchent la pédagogie, la parentalité et aussi notre bien-être. Aujourd'hui, je reçois Tatiana Valderrama. Tatiana va se présenter dans l'introduction de ce podcast et vous verrez, elle est directrice de crèche. Je l'ai rencontrée il y a quelques années et lors d'un dernier échange riche et passionnant comme à chaque fois que nous avons pu avoir, Tatiana m'a suggéré cette idée pour ce podcast que j'ai trouvé super. Assurément, c'est un thème qui vous parlera. Le décalage qu'il existe parfois entre les fantasmes des parents et la réalité du terrain. Lors de cet épisode, Tatiana va se présenter en introduction, parler de ses motivations, ses aspirations, et puis on nommera quelques types de décalage qui peuvent exister qui vous parleront assurément. On se demandera ensemble d'où peut venir la création de ce décalage, comment il s'exprime concrètement, et puis on finira par quelques conseils qu'on pourrait donner, en tout cas qu'on pourrait prendre pour nous, pour accompagner au mieux ces frustrations, des comportements qui se traduisent en exigences au quotidien, comment se conseiller soi-même et puis accompagner peut-être des professionnels qui seraient au sein de nos équipes. Allez, sans plus tarder, je laisse place à l'épisode et en compagnie chaleureuse de Tatiana. Bonne écoute. Bonjour Tatiana. Bonjour Lika. Je suis trop contente de te recevoir. C'est un épisode qu'on a mis du temps à enregistrer ensemble parce que cette idée-là, on va en reparler, on l'a eu il y a plusieurs mois et on y arrive enfin. Je suis trop contente. Merci, je suis très contente aussi d'être là aujourd'hui avec toi. Top. On va parler d'un thème qui, je suis sûre, parlera à beaucoup de professionnels de l'accueil. La différence entre la réalité et puis l'idéal. Avant de parler précisément du thème, du pourquoi, du comment et de concrètement, parce que c'est aussi ça qui nous réunit, c'est de pouvoir parler du concrètement, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Tatiana Valderrama, donc je suis directrice depuis 6 ans maintenant. Et ça fait 3 ans que je suis à la crèche de Les Petites Canailles à Courbevoie. Donc, j'y suis d'origine, comme vous pouvez l'entendre très bien, d'origine espagnole. Donc, j'ai fait mes études d'infirmière puéricultrice en Espagne. Donc, il y a déjà de ça maintenant bientôt 10 ans. Et ensuite, dès que j'ai fini, j'ai voulu faire une expérience à l'étranger. Donc, j'ai débarqué sur Paris, qui me plaisait beaucoup comme ville. Et tout de suite, j'ai commencé à faire une première expérience en crèche qui a été un peu difficile pour moi pour la barrière de la langue. Donc, je suis retournée un peu à l'hôpital et quelques années plus tard, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va retenter. Et voilà, voici maintenant, 6 ans après, toujours directrice, donc un métier qui me plaît énormément. Et voilà, donc je suis là pour cette podcast et j'espère que je pourrai apporter beaucoup à mes collègues directrices aussi, à les professionnels du terrain aussi. C'est sûr, c'est sûr. Merci à toi. Et donc ce thème, c'est toi qui me l'as proposé. On était à un moment d'échange professionnel et tu m'as proposé ce thème-là. Est-ce que tu peux nous redire ce qui t'a emmené à vouloir échanger sur ce sujet? Ouais. C'est vrai que en arrivant en France, je connaissais pas les crèches parce que en Espagne, c'est pas un métier qui est fait par les infirmières. Donc du coup, tout de suite, j'ai vraiment compris que c'était le mode de garde préféré par tout Français et que toutes les familles voulaient vraiment à tout prix une place en crèche. Mais tout de suite, j'ai été très surprise et très étonnée du décalage qu'au final il y avait entre l'image que les parents se font de la crèche et la réalité ensuite après. Donc je me rendais compte que les parents, au final, quand on leur expliquait ça allait être quoi une journée en crèche, ils étaient assez surpris. Et cela, après, ça se traduit dans l'année par des moments où les parents ne vont pas être contents ou en accord avec ce qui est fait. Et du coup,
ça fait forcément des moments entre les professionnels, entre l'équipe des directions qui peut être compliqué à gérer. Et du coup, ça m'a beaucoup surpris parce que je me suis dit comment c'est possible que le mode des gardes qui est le plus désiré par tout le monde, au final, ça soit aussi peu connu finalement. Oui. Parce que au final, ils ont très peu de représentation de la réalité d'une crèche. Et donc voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être chouette parce que je pense que ce qui m'arrive à moi, ça doit arriver à tout le monde. C'est sûr. Et voilà, donc c'est Ouais. comme ça que ça m'est venu. Je me suis dit que ça pouvait être important d'en discuter. Oui. Tu as raison qu'il y a il y a comme une idéalisation de ce mode de garde, comme tu l'as très bien dit, qui est ultra plébiscité. Tout à Il fait. y a un fantasme qui se crée autour de la crèche. Je suis désolée, j'ai des pommes de pin qui me tombent dessus. Je suis dans une véranda, on dirait qu'il y a le ciel qui me tombe dessus. Et donc, je disais de ultra plébiscité et fantasmé. Oui, tout à fait. Comme un désir aussi, et peut-être que tu vas en parler, mais de ce que tu peux remarquer, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai souvent vu au cours de ma carrière, de parents qui souhaitent déjà, alors que l'enfant il vient tout juste de naître, ils l'ont inscrit, de socialiser, quoi, absolument. Tout à fait. Ah oui, c'est le mot clé qui Ouais, arrive oui, tout le temps. ouais, Nous, on a choisi la crèche pour le socialiser. ouais, ouais. Tout à fait. C'est ça. C'est ce que tu dis aussi également. Il y a un marketing quand même qui est fait Oui. autour des crèches. Et comme tout marketing, et ce qui est mis à l'avant, c'est toujours les moments très positifs, qu'il y en a plein. Oui. Mais on rentre pas sur le concret. Et donc du coup, ils sont vraiment peu d'images. Et il y a aussi, parce que c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Il y a eu cette idée qui s'est créée. Alors, je sais pas d'où ça a pu naître, mais il y a une idée qui s'est créée que pour que l'enfant puisse bien commencer à l'école, le passage en crèche est obligatoire parce que c'est de la seule manière que l'enfant va pouvoir se socialiser, que en plus, c'est des enfants qui sont beaucoup plus prêts que les autres pour la maternelle. Et c'est même, c'est vrai qu'on peut avoir souvent des parents d'enfants qui vont bientôt rentrer à l'école, qui ont été en assistante maternelle jusqu'à là, et qui m'appellent très inquiets et très angoissés pour me dire on veut une place parce qu'il va arriver à l'école et j'ai peur qu'il soit pas à l'aise avec tous les autres enfants. Oui, Et au final, avec l'expérience, ça nous montre que pas forcément, c'est pas des enfants qui vont être plus prêts pour l'école. Donc, je pense que c'est des choses qui rentrent en jeu pour vouloir vraiment de la crèche. Et il y a aussi, je trouve aujourd'hui, il y a une problématique qui va être que la crèche, niveau budget, peut être un peu moins cher que d'autres modes de garde. Et aussi, par rapport à les horaires aussi également, c'est beaucoup plus pratique. Et que c'est ça qui va faire aussi à beaucoup des parents choisir cette mode des gardes par rapport aux autres. C'est vrai, ouais. On va parler concrètement de type de décalage parce que, en fait, ça serait riche de pouvoir les décortiquer. Qu'est-ce que tu peux observer parce que finalement, ce décalage, peut-être ce que je voudrais dire aussi pour les introduire, c'est que on a dans nos missions d'accompagnant à la parentalité que de pouvoir permettre aux parents de se sentir plus confortables dans cet espace parfois qui s'écarte entre l'idéal et le réel. Tout à fait. Et ce décalage-là fait partie, en fait, en tout cas, contribue à cette frustration que peut avoir certains parents. Et donc, ça va se traduire en exigence et peut-être parfois en conflit. En tout cas, c'est de ça dont on va parler aussi, d'incompréhension, de non-rencontre, en tout cas, entre deux mondes, disons concrètement la réalité du terrain et puis l'idéalisation du mode de garde. En général, j'ai envie de dire, et aujourd'hui je travaille à la fois en crèche et à la fois dans l'accompagnement à la parentalité, en général, de toute façon, il est question, pour pouvoir accompagner au mieux, de poser et d'être en vérité avec ce décalage-là, quoi. Qu'est-ce qui motive l'idéal et qu'est-ce qui est difficile à entendre dans la réalité. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ?
Bah, là où justement ces décalages puissent se traduire, bah, pour moi, c'est par exemple quand on explique aux parents le nombre d'enfants qu'il peut avoir par professionnel, Oui, c'est des choses qui n'ont souvent pas de conscience. oui, Euh, et même si on leur explique, je trouve que c'est quelque chose qu'ils vont prendre vraiment conscience lors des périodes de défamiliarisation, quand ils font leur arrivée, qu'ils mm, passent du temps avec nous. Donc là déjà, c'est un décalage qui se voit assez rapidement mm. et qu'on accompagne tout de suite pendant ces adaptations. Il peut avoir aussi Et tu vois, justement, juste, je t'arrête, oui, excuse-moi, non ça me pas de fait souci. penser effectivement que la différence, elle se trouve dans le fantasme de l'individualité, de Tout l'accueil à fait. individualisé, tu vois. Mhm. Et je parle de fantasme parce que, ce que je peux dire aussi quand je fais des formations, ben, on peut fantasmer d'un accompagnement, d'un accueil individuel, un pour un, ok, en crèche, Mhm. on n'y est pas. Et l'individualité, par contre, c'est quelque chose qu'on peut quand même proposer dès l'instant où on va se focaliser sur comment permettre à un enfant de se sentir individu, et donc en l'occurrence de répondre à ses besoins pour qu'il Mhm. passe sa journée à son rythme. Et c'est ça l'individualité, le vrai. Mais Tout donc, à fait. tu vois, donc dans ce que tu dis, j'ai l'impression que l'écart se pose enfin, à cause de la mauvaise compréhension de ce qu'on peut entendre par individualité, accueil Ouais. individuel. Ouais. Oui, je pense que leur crainte, Mm. c'est de se dire comment mon enfant, bah, comme on dit, comment il va être respecté dans son individualité, son Oui, oui, rythme, oui. est-ce qu'il aime faire, etc. Mm. Avec autant d'enfants, c'est impossible. Ouais. Et donc on leur rassure énormément sur ça et que les professionnels du terrain, ils font très très bien. Mm. Elles connaissent très bien chaque enfant. Elles peuvent avoir 20, elles peuvent avoir 10 dans l'espace. Elles connaissent tous par cœur les goûts, les rythmes de chaque enfant et c'est ce qui est beau hein, au final et ce qu'on fait dans le métier et c'est vrai que pour les parents bah, au début ça va être très difficile et je pense que ça par contre c'est quelque chose que va venir avec le temps grâce à les transmissions quand on va justement leur dire bah regardez aujourd'hui bah on a fait ça parce qu'on sait qu'il aime beaucoup bah ou quand on lui dit bah on le couche tous les jours à la même heure parce qu'on sait que c'est son rythme on lui a donné ça à manger parce qu'on sait qu'il aime ça donc c'est petit à petit ça va se créer et ces décalages va se rétrécir entre guillemets Exact. euh, Ouais. Ouais. justement pour ces parents-là. Et là où je pense que par rapport à ça, là où ça va être très important pour moi, c'est les périodes de défamiliarisation. Parce que justement, on dit toujours c'est la familiarisation pour l'enfant, mais c'est une familiarisation pour la famille. Et c'est pour ça que j'adore faire des périodes de familiarisation sans séparation pour justement donner une idée à les familles de est-ce que c'est la réalité d'une crèche Oui. parce que Mm. quand ils vont venir 1 heure le matin mais qu'ils voient pas comment ça se passe pour les temps repas et justement c'est de leur rassurer et de leur dire malgré tout les enfants on garde l'individualité pour votre enfant et donc, je Oui. pense que c'est important justement pour aider sur sur ces décalages-là. Complètement. Tu es déjà dans les pistes, mais effectivement, c'est un lien direct avec de rendre compte, en fait, par Mhm, ouais, cette part de tout à familiarisation. fait. Qu'est-ce que tu observes d'autre comme type de décalage? Bah, je pense que le plus important et pour lequel on est le plus impacté, ça va être quand il y a des morsures, des griffures, ou des conflits entre les enfants et que cela s'est traduit par une trace, bah, notamment quand il y a des traces, c'est toujours beaucoup plus violent pour les parents. Euh, et c'est là où je pense que tout est basculé, tout change. Une famille qui nous fait de la confiance, d'un coup, tout est brisé dans cette lien. Et du coup, je pense que c'est celui-là qui va mettre le plus en difficulté à les équipes, à la direction, à les familles, parce que forcément, ça s'est traduit par une violence et par quelque chose qui fait mal. Et dès ce que ça fait du mal, bah, c'est normal, c'est très violent pour les parents. Et je pense que c'est celui-là, le décalage le plus important Oui. Oui, parce que qu'il y a encore une aujourd'hui. fois, c'est une histoire d'interprétation. Mhm.
Et tout le travail, oui, des professionnels, c'est l'explication et la Mmh. lecture. Mais tu as Ouais. raison que de nombreuses, oui, pour les premières fois où on a à prévenir le parent peut-être au téléphone ou bien Ouais, quand il arrive que, tout à fait. voilà, son enfant a quelques traces suite à une rencontre avec un Ouais, autre enfant. exactement. Ben, ça va dépendre des parents, mais on peut avoir des ouais, un accueil des parents, mais qui trouvent que c'est affreux, qui sont Ouais. complètement, heu, Ah ouais, ouais, je pense qu'on abasourdis, peut faire ouais. face, à des réactions, des parents très fortes qui peuvent même limite aller, parce qu'on en a déjà eu, je pense, toutes dans le métier, des réactions même fortes, limite violentes des familles envers nous, envers les professionnels qui ne comprennent vraiment pas, comment cela peut avoir lieu. Ils vivent vraiment ça pour une agression préméditée, de l'autre enfant, donc après c'est vrai que c'est des situations qui sont difficiles, mais je me trouve que c'est un sujet tellement riche parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. On peut comprendre de la part un parent, et aujourd'hui étant maman, je peux encore mieux comprendre que voilà, c'est même si on dit c'est normal, ça fait partie d'une période des enfants qu'ils traversent, c'était pas fait prémédité, c'était pas fait dans le but de lui faire mal, mais ça fait mal quand même. Donc du coup, pour un parent, c'est trop dur de se dire que son enfant a vécu un moment où il a eu mal, où il a pleuré, qu'il n'était pas là en plus. Donc il y a ça, il y a aussi le fait, on peut beau leur expliquer que voilà, c'est ce que tu viens de dire, non, ça fait partie d'une période, c'était pas prémédité, c'était pas fait exprès. Parfois, souvent même, on leur dit, vous savez, c'est arrivé à un moment où il s'est fait c'est un câlin, Câlin, ouais. un moment des joies. Mmh. On peut beau leur dire que ces deux enfants qui jouent tout le temps ensemble, qui s'adorent, vraiment, ils vont pas comprendre. Non. Mais parce que je pense que malheureusement, aujourd'hui, les familles sont tellement peu formées sur le développement des enfants à Mmh. cet âge-là, Mmh. euh, que du coup, on doit rattraper Mmh. quelque chose qui est tellement plus profond et tout, que du coup, même si on les accompagne, parfois ça peut être très difficile Ouais. parce Ouais, qu'ils comprennent pas. c'est dur. Et ils n'ont Oui, pas ouais, un ouais. mesure parfois de comprendre. De comprendre pourquoi ça arrive malgré l'accompagnement. Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est quand même un sujet qui est quand même riche et qui est très Oui, intéressant. oui, oui, et on parlera peut-être tout à l'heure de quelques conseils pour accompagner au mieux l'équipe qui Tout parfois à est fait. est démunie. Ouais. Est-ce que tu Mm. vois d'autres types de décalage? Après, je pense que après, je sais pas si on pourrait parler de décalage, mais il y a aussi, et je pense que ça pourrait faire sujet d'un autre podcast, bien sûr. Mais c'est un peu par rapport aux maladies. C'est vrai que les Oui. parents vont être beaucoup très demandeurs, mais Mmh. on trouve, et je trouve des plus en plus, et notamment avec le télétravail qui est de plus en plus fait par les parents. C'est par contre, nous, on va se trouver en difficulté avec des familles qui vont nous amener beaucoup les enfants malades Mmh. et que malgré que on les appelle avec des enfants des fièvres, on a du mal à faire comprendre aux parents que ce n'est pas forcément le lieu pour avoir ces enfants quoi, dans des Oui. situations comme celle-là. Mais bon, je pense qu'on pourrait partir un peu trop du sujet. Oui, non, mais tu as raison que c'est Enfin, un sujet très vaste qui pourrait être abordé sur un autre hmm, épisode. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, majorité de parents ont l'impression quand même que l'enfant, il serait mieux à la crèche qu'à la maison. oui. Ah, tout à fait. Ils en ont la conviction pour différentes Hmm, raisons. Bon, une raison, qui est pas la majoritaire, c'est que parce qu'ils ont autre chose à faire et que c'est compliqué d'avoir un enfant malade. peut-être. Mais aussi Hmm, parce que finalement, l'image qu'ils ont de la crèche, c'est un endroit où, travaillent plusieurs professionnels spécialisés de la petite enfance. tout à fait. La directrice, Tatiana, elle est infirmière, Hmm. tu vois? Donc bon, elle est prête et puis,
Et puis, s'il se passe quelque chose, ils sauront quoi faire, quoi. Une urgence, ils savent quoi faire. Et il y a un peu de ça, en fait, dans ce Ouais, fantasme. tout à fait. Et Ouais. qui crée ce décalage, ouais. Mhm. Ouais, ça me fait penser à... moi, j'ai d'autres idées de décalage aussi, sur certaines crèches où on pratique notamment la motricité libre, tu vois, Oui. avec la possibilité, en tout cas, offerte à l'enfant d'expérimenter, de découvrir son environnement, les objets, leur affordance, à son rythme, à sa façon. Et quand les parents découvrent ça parfois, ils disent attendez, mais quoi, dans mon fantasme, Tout à fait. la crèche c'est hyper sécure, Oui, ça éduque au bon c'est vrai. comportement. Et puis là, vous les laissez monter sur les chaises, quoi, les tables, mais les jeux n'importe comment. Enfin, tu vois, je pense Ouais, que tu ouais. as ça aussi, ce type de... Et, bah, tout à fait. Ouais. Et je pense que ça se voit encore plus quand il s'agit des crèches à un âge mélangé Et oui. avec les petites familles, parce Ouais. que c'est le cas dans la mienne. Et ils comprennent pas comment il peut y avoir des grands à côté des bébés. Et donc, c'est des choses qu'ils s'imaginent pas non plus, et que ça peut être difficile aussi également pour eux de vivre, et que c'est source d'angoisse aussi pour les parents, hein, Complètement. notamment pour des parents des tout petits bébés qui vont Mais oui. arriver. Mais oui. Et tu Ah vois, ouais. c'est exactement ça. C'est que dans le fantasme de la crèche, c'est pour la sécurité, la socialisation, enfin, mais en tout cas quelque chose de très protecteur. Parfois, la motricité libre, elle va un peu à l'encontre de ce fantasme-là, quoi. En tout cas, ça casse un peu le mythe. Ouais. Mm. Et justement, sur ces sujets-là, c'est vrai que peut-être beaucoup de mes collègues vont s'y retrouver aussi, mais ça peut aussi arriver des enfants qui tombent un vélo oui. ou quelque chose et que les parents nous demandent de interdire complètement à son enfant de prendre le vélo, alors que ça fait partie de l'apprentissage, que c'est normal, il faut tomber pour mieux marcher, comme on dit chez moi. Donc oui, donc du coup, ça fait encore partie aussi des décalages qu'ils peuvent avoir. C'est vrai, ouais. Comme autre décalage qui peut être... moi, je trouve que dans tous les décalages qu'on cite, et puis il y en a encore plein d'autres qu'on ne pourra pas citer, à chaque fois, c'est quand même une opportunité d'échange, d'accompagnement et de regard sur le développement de l'enfant. Et tu vois, il y a un autre décalage qui peut être observé, c'est quand le parent est complètement étonné de la différence de comportement de son enfant à la crèche et à la maison, Ouais, tu vois. tout à fait. Même moi, en tant que maman, de voir que l'endormissement avec mes enfants se sont passés d'une certaine manière, qui m'a demandé de donner beaucoup de mon corps et de mon énergie, tu vois. Et maintenant qu'ils sont très grands, je me dis que ça me manque même, tu vois. Mais en tout cas, j'ai donné beaucoup de mon corps. Ouais. Et puis, on me disait, lors de la transmission du soir, on me disait, voilà, il s'est endormi, il a attrapé son doudou, et puis il est parti dans la salle de sommeil, il s'est couché sur son lit, il s'est endormi. Quoi? Voilà. Tout ça, si ça te rassure, je suis plein là-dedans. C'est pareil, pour moi, oui, on s'est dit, forcément, en tant que parents, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait mal? Mais oui, ça ne met même pas. Tout à fait, tout à fait. Mais oui. Mais c'est comme au moment où l'enfant est un peu plus grand cette fois-ci, mais où il fait du choix alimentaire à la maison et à la crèche, il mange de tout ce qu'on lui propose, et avec grand plaisir, et avec découverte. Enfin, voilà, sur différents moments sur différents types d'interactions où les parents vont observer un grand décalage et presque soupçonner un dédoublement de personnalité de leur enfant, tu vois. Oui, et même parfois dire, je vous crois pas, c'est pas possible et tout. Donc, mais je trouve que c'est là où comme tu dis, c'est des opportunités quand ça arrive de former, d'accompagner les parents, mais j'ai envie de dire aussi aux équipes, parce que parfois aussi, les équipes sont très démunies dans ces moments-là.
Et donc, c'est une opportunité tout le temps pour en reparler dans les réunions, pour accompagner un professionnel, une référente. Et je trouve que justement, et ce qui est bien, c'est que quand ça arrive et que nous, en tant que parents, on est complètement surpris dès que notre enfant fasse des choses à la crèche, c'est justement, c'est des professionnels, des valoriser à les familles et de dire, bah, par exemple, parce que moi, quand elle me dit qu'elle dort beaucoup à la crèche et que moi, chez moi, elle fait qu'une demi-heure et qu'une professionnelle va me dire, mais vous savez, Tatiana, c'est vraiment parce qu'elle a envie d'être avec vous. Oui. Et tout simplement ça, bah, on part tout contente de dire, oui, c'est vrai, elle a raison. C'est pas que chez moi, elle dort pas bien. C'est que juste, elle avait envie d'être avec moi. Et donc, et je pense qu'on refait toute la journée de ces parents-là qui Bien partent sûr. tout contents. Mais c'est comme dans la pose du cadre, tu vois, quand l'enfant commence à s'affirmer, tu vois, et du coup, ça se traduit parfois en opposition, et que le parent découvre qu'à la crèche, le cadre est beaucoup plus facilement respecté, que la règle est entendue et accueillie. Et pareil, tu vois, le parent peut se sentir, mais je fais pas bien les choses, je les dis pas bien, se remettre en question. Ce qui est chouette, parce que du coup, ça nous permet de se réinterroger, de revoir, de discuter et de le conforter dans sa posture de figure d'attachement principale, avec le fait que l'enfant, lui, il se donne la permission, en tout cas, il se sent libre d'exprimer des émotions beaucoup plus fortes avec sa figure d'attachement principale, et que c'est complètement sain, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais une opportunité aussi de valoriser et puis de donner des explications, en fait, dans ces comportements qui paraissent un peu trop inadaptés, alors qu'en fait, ils sont complètement sains. L'enfant est complètement... Enfin, c'est une attitude saine de se lâcher complètement avec sa figure d'attachement principale, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, là, on a cité quelques décalages, on en aura plein d'autres, et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à nous faire part en description et en commentaire de tout ce qu'ils peuvent observer aussi, et ça sera peut-être l'occasion de refaire encore les podcasts, mais qu'est-ce que tu proposes, parce que c'est vraiment ça aussi qui va nous intéresser, comme piste d'accompagnement des équipes, ou comme piste, voilà, comme piste pour pouvoir accueillir et accompagner au mieux dans ces décalages-là. Bah, justement, comme je parlais tout à l'heure, moi, je trouve, pour avoir expérimenté les deux façons de faire, les périodes de familiarisation avec présence parentale aident beaucoup dans ces sens-là, parce que il n'y a pas mieux que pour se faire une idée que rentrer dans le bain, se poser et regarder. Et combien des parents, à la fin des adaptations, disent waouh, mais je suis admiratif de ces professionnels qui gèrent tout. Et c'était justement ces parents qui, au début, quand il est arrivé et que je lui ai dit, bah, c'est une professionnelle pour 6, parce qu'on a un âge mélangé, qui m'a dit, mais oh mon Dieu, mais comment c'est possible, comment elles font, et qui arrive très angoissée, et qui, à la fin de l'adaptation, elle va dire, non, mais malgré tout, mais c'est bravo comme elle gère, c'est impressionnant, et que je trouve que c'est super valorisant pour les professionnels. Bien sûr. Et que les familles, elles y participent. Et du coup, forcément, pendant ces 2 semaines ou cette semaine où les parents ils vont être présents, il va y avoir beaucoup des choses qui vont avoir lieu, peut-être un conflit, peut-être un enfant qui tombe. Et c'est justement une occasion pour leur montrer comment on fait et de leur rassurer. Je pense que ça peut que leur rassurer, être avec nous, passer des journées et des temps avec nous. Je pense que ça peut beaucoup aider. Complètement. Et tu vois, d'ailleurs, on a fait l'épisode 1 de la saison 2 avec Floriane sur ce sujet de la période de familiarisation sans séparation, pour ceux que ça peut intéresser. Et effectivement, c'est différemment d'une période de familiarisation. On va proposer des séparations précoces, en tout cas au bout du 2e, 3e jour. Là, c'est vraiment de proposer aux parents de passer un moment, déjà de désacraliser l'accueil et la séparation, parce qu'on ne peut pas habituer à une séparation, mais vraiment comment on s'habitue ensemble à un accueil. Et tu as raison que ça, c'est vraiment un élément
primordial, je dirais, en tout cas super important pour limiter les décalages entre la réalité Ouais. et le Je pense que fantasme. ça aide Ouais, beaucoup ouais, parce que ouais. on leur montre, on leur montre 100% des ce qu'ils c'est, Oui. dans le bon comme dans le mauvais. Et je Complètement. pense que c'est justement dans cette période-là qu'on va déjà beaucoup travailler avec des familles, qu'on va repérer des familles qui sont plus angoissées que d'autres, et de dire bon cette famille on va plus l'accompagner. J'ai des travaux à extérieur, je sais pas si ça s'est entendu, je suis désolée. Donc voilà, l'adaptation, je trouve que c'est un axe super important par rapport à ces problématiques. Oui. Et ensuite, n'est pas hésiter de toujours se rendre disponible pour les familles, pour avoir un moment dans leur bureau. Ça peut être avec la directrice, mais ça peut être aussi juste avec la référente de leur enfant. Ou avec la référente pédagogique, avec l'éducatrice, vraiment. Je trouve que c'est important. Parfois, les parents vont pas oser nous demander. Et une autre chose que j'ai aussi pu remarquer, c'est que on a quand même, pour moi, une crèche à un but des soutiens à la parentalité qui est obligatoire, qui est super important, mais parfois on leur transmet pas assez qu'on est là pour les aider et pour les accompagner au-delà de l'accueil de leur enfant. Bien sûr. Et du coup, il y a beaucoup de parents qui savent pas ou qui ne osent pas. Et je pense que c'est important de vraiment se rendre disponible et de le transmettre qu'on est disponible pour les familles. Parce que parfois, ils savent pas vraiment. Parfois, pareil aussi, ils savent pas qu'on est infirmière des formations. Donc, du coup, ils découvrent des choses parce qu'on le voit souvent quand il y a une psychologue qui est à la crèche et que les parents demandent rendez-vous avec la psychologue, mais pour des sujets que j'aurais pu très bien traiter avec eux et que je me dis, mais ça fait toute l'année qu'on est ensemble, vous auriez pu me parler, mais parce que je pense que justement, la psychologue, on la présente, on la met en valeur, vraiment, on la met en lumière. avant, et que nous, parfois, on reste plus un retrait et au final, c'est dommage parce que je trouve que c'est des moments super riches dans notre métier. Complètement. Ouais. Et tu vois, oui, c'est de pouvoir faire transparaître. Enfin, tu vois, j'accompagne beaucoup de directrices et parfois les directrices elles se retrouvent un peu piégées parce que effectivement elles sont toujours vues derrière leur bureau à traiter des paperasses administratives. En tant que directrice, tu vois. Et comment mettre en avant ce rôle d'accompagnant la parentalité, c'est en se mettant en avant sur certains sujets, sur certains échanges. Et ça passe par ça. Et ensuite, c'est une tournure favorable puisqu'elles se retrouveront valorisées quand les parents l'interpelleront pour ce genre de sujet complètement. Et c'est pareil pour les professionnels de terrain qui ont des formations et des expériences tellement riches et complémentaires. Tout à fait. Et parfois, les parents, des parents qui s'en saisissent énormément et puis d'autres parents qui passent un peu. Je reprends la réorientation vers la psychologue ou même le médecin qui quand même à un moment est important et presque indispensable pour certaines familles, pour certains types d'exigences, pour certaines problématiques. Et tout à fait, et qui nous aide énormément, mais c'est vrai qu'il y a des choses du quotidien qui vraiment on va se dire, et c'est là où je me remets en question parce que je me dis mince, mais qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, parce que je pense que c'est pas l'envie, parce que c'est avec des familles qu'on a beaucoup plus de liens même parce qu'on les voit tous les jours et tout, donc on s'est dit, je pense qu'il faut aussi se questionner sur on est assez visible, assez disponible pour les familles, c'est vrai, aussi également pour qu'ils viennent envers nous. Tout à fait. Ouais. Et sinon, donc pour les axes, pareil, je pense que là où c'est le plus important, c'est les équipes, parce qu'au final, c'est eux qui vont recevoir souvent un premier à les parents, qui vont être pendant les adaptations, quand il y a une morsure, parfois c'est elles qui vont devoir d'informer à les familles que ça a eu lieu.
Et c'est vrai que il y a des professionnels qui se trouvent en difficulté parce que ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas envie de donner une mauvaise nouvelle, parce que c'est jamais agréable. Et que je pense que c'est important qu'on loupe pas qu'il y a des familles, qu'il y a des professionnels qui peuvent être en difficulté. Donc c'est bien d'en parler dans les réunions qui se font avec les équipes, et même des proposer à des professionnels qui vont être plus en difficulté, des le faire avec, des pas les laisser se battre tout seuls, parce que je pense que parfois ça peut avoir un impact négatif énormément. Ça m'est déjà arrivé par mon expérience quand je venais de commencer de me dire c'est des professionnels, elles savent très bien, et au final elles ont été en difficulté, et au final ils ont amené la chose des plus négatifs, et du coup ça fait que le parent est tout de suite dans la confrontation, et là vraiment la confiance elle prend vraiment un sacré coup pour les familles. Et donc je pense qu'il faut pas négliger ça. Et pareil, la dernière chose que je pourrais donner comme conseil, c'est de pas attendre, parce qu'on sait toutes que parfois il y a des périodes où, par exemple, quand on parlait sur les morsures, sur les conflits, il y a des périodes que ça va avoir lieu plus souvent que d'autres moments de l'année, de pas forcément attendre à que ça arrive, parce que c'est souvent un peu le piège. Là, en ce moment, il y a beaucoup des morsures, donc ok, on va faire un café à thème avec les familles pour parler sur la morsure, sauf que les parents sont pas forcément aussi réceptifs. Et je pense que c'est peut-être des gros sujets à traiter en début d'année pour que les parents soient beaucoup plus prêts quand ça va arriver après. D'anticiper, et puis c'est vrai que même s'ils n'y ont pas porté toute l'attention parce que ça leur est pas encore arrivé, on peut s'en servir pour dire, vous vous souvenez, en début d'année, on avait fait un petit déj sur les morsures, on vous avait envoyé une petite newsletter sur le sujet, et en fait, voilà, et de redire, pas pour redire, vous avez raté, vous avez pas retenu, mais pour dire, c'est un sujet qui nous préoccupe tout le temps, et on est là pour pouvoir en parler avec vous, et on avait prévu que ça puisse arriver, donc c'est tout à fait normal dans le développement de votre enfant, et tout à fait. Et même j'ai envie de dire, avant, quand on fait toujours les réunions, on fait une rencontre avec les familles pour tout ce qui est administratif, mais pour leur commencer à parler un peu de la crèche. Et avant, je restais toujours sur du beaucoup positif. Et depuis 1 an maintenant, quand je fais ces réunions aussi, je demande des familles qui sont très contentes, parce qu'ils sont tous ravis d'avoir cette place en crèche. Et donc je leur dis, et alors vous vous sentez comment à l'idée d'arriver à la crèche, de laisser à vos enfants? Donc ils me disent toujours, on est ravis, mais Tatiana, on est ravis on est conscient de la chance qu'on a, parce que c'est aussi parce que c'est ça aussi que je trouve qui alimente cette problème, c'est que avoir une place en crèche est extrêmement difficile. Donc quand on l'a, on se sent tellement chanceux. Et donc du coup je leur dis, oui, mais vous savez, la crèche c'est aussi qui va avoir des interactions avec les enfants, donc cela peut se traduire par des morsures. Comment vous vous sentez à cette idée? Et là déjà on commence à sentir chaque famille est différente. Eh ben oui, bien sûr. Tout à fait. Et tu fais bien d'en parler, mais comme une suggestion, comme un truc pour l'avoir en tête, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Mettre une petite graine qui va rester là, de dire voilà, ça peut arriver. T'as raison. Après, je pense que, donc là, on parle de l'anticipation, et puis comme autre, ce qui est compliqué parfois pour nous professionnels, à la fois en direction, même sur le terrain, c'est de switcher un petit peu notre façon d'écouter, enfin d'accueillir l'exigence. Parce qu'un parent qui est exigeant, il vient nous le dire d'une façon parfois un peu limite agressive, quoi. Tout à fait. On ne laisse pas passer l'agressivité, certes, mais quand même, voilà, certains comportements, on voit que le parent, il est en colère, et nous, on a passé une journée avec tout plein d'enfants, avec des comportements plus immatures et tout, et des fois, on se retrouve un peu en difficulté d'accueillir la colère du parent, alors que ça fait aussi partie de notre rôle, et donc des fois, c'est un peu difficile de switcher et de se dire, ok, je vais écouter, et puis je vais pas chercher à justifier, mais à écouter, à comprendre et à expliquer, tu vois. Cette différence entre justifier et expliquer,
c'est aussi ce qui va permettre de contenir le parent, je crois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, on a tendance à se mettre dans une posture, non, mais en fait, je vais vous expliquer, puis c'est plutôt ça, mais c'est parce que, en se justifiant, plutôt qu'en ayant la posture d'explication, d'écoute attentive, de reconnaître, de comprendre sincèrement l'élan du parent et d'expliquer plutôt que de justifier, tu vois? Et c'est pas toujours évident. Tout à fait. Moi, c'est ce que je dis à les professionnels. Je leur dis toujours, au final, malgré la morsure, la plupart des parents, et ce qui va être le plus important, c'est de lui dire, vous savez, il a été mordu, il a pleuré. Ouais. Mais le plus important, c'est de lui expliquer qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là. Et moi, je trouve que c'est ça qui leur rassure le plus, c'est de leur dire, vous savez, il a pleuré, mais on lui a fait un grand câlin, il s'est rapidement calmé. Vous savez, on a même fait participer à l'enfant qu'il a mordu pour qu'il lui mette de la glace, et ils se sont pas regardés, vous savez, et malgré tout, ils ont rigolé. Et moi, je leur dis, quand on leur dit ça, malgré qu'on est énervé, ça passe beaucoup mieux. Bien sûr. Et même, je pense justement, pour revenir sur l'individualité, on fait de l'individualité avec les familles aussi également. On sait qu'il y a des familles qui vont être beaucoup plus stressées vis-à-vis d'une morsure que d'autres familles. Moi, quand je sais qu'ils sont une famille à qui ça va être très difficile de leur transmettre ça, je les appelle avant. Et comme ça, c'est moi, parce que je sais que ça peut être très violent pour une professionnelle, c'est moi qui leur appelle, qui fait déjà une première explication. Et forcément, les parents, quand ils vont arriver le soir pour les récupérer, ils sont beaucoup plus détendus, ils sont beaucoup plus à l'écoute, ça se passe quand même mieux. Ouais, complètement. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Tout à fait. En tout cas, moi, ce que je conclus toujours sur ce sujet-là, et que c'est ce qui revient sur plein d'autres sujets qu'on vit à la crèche, c'est que, en effet, il y a très peu d'informations qui est donnée à les parents en amont, et que je trouve qu'il y a un long chemin encore à faire vis-à-vis du soutien à la parentalité par tous les professionnels des santé, des petites enfances, et que j'ai envie de dire, et c'est ce que j'aspire aussi, c'est que la crèche devienne vraiment aussi un lieu où c'est pas pour accueillir qu'un enfant, c'est pour soutenir les familles. Je pense que ça se fait de plus en plus, mais qu'il y a beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui. Et que de dire que les crèches, pour moi, ce n'est pas le meilleur mode de garde, mais parce que pour moi, il n'y a pas le meilleur mode de garde. Pour moi, il y a des moyens de garde qui s'adaptent à chaque famille, et qu'il faut être capable de se dire aussi aujourd'hui que peut-être la crèche, c'est aussi un moyen de garde qui nous convient pas, un mode de garde. Mais c'est pas parce que c'est la meilleure, parce que c'est la pire, c'est juste que chaque famille est différente, a des besoins qui sont différents aussi également, et que ça va s'adapter, qu'il faut, je pense, briser cette rêve qui s'est fait, cette idéalisation de la crèche qui s'est faite. Mais voilà, un peu. Je te rejoins parfaitement. Ouais. Et chaque famille trouvera son équilibre en fait, et on n'est pas là, en tout cas en crèche, la réponse adaptée à toutes les familles. C'est vraiment et qu'il faut pas avoir peur de s'écouter. Il y a beaucoup de familles qu'on sent qu'ils sont vraiment, quand on leur explique comment ça va être la crèche, et qui vraiment sont très angoissés. Donc on essaye vraiment de les rassurer, que c'est un très bon moyen d'égard, que c'est très riche pour les enfants. Mais aussi, on voit des familles qu'au final, il faut leur dire finalement, vous savez, ce n'est pas grave si vous refusez cette place, si ça ne vous convient pas, si c'est pas. Et je pense qu'il faut pas avoir peur parfois de le dire. Bien sûr, quand on s'est questionné, surtout sur si tout est bien mis en place, on peut pas non plus dire ça à toutes les familles, mais parfois c'est juste une question que le mode de garde ne convient pas du tout à cette famille-là. Et il faut aussi pouvoir l'entendre et pouvoir l'assimiler. Complètement. Ouais. Merci beaucoup, Tatiana, pour cet échange qui était très très riche, qui parlera à beaucoup de personnes, comme un focus sur
sur cette partie de nos pratiques professionnelles. C'était très riche. Peut-être une petite question, une petite dernière question. Est-ce que tu aurais une idée de thème ou d'invité que je pourrais du coup inviter ou aborder sur le podcast des petites transmissions? Je trouve qu'un des soucis aujourd'hui, c'est la difficulté pour les éducatrices des jeunes enfants de trouver leur place, soit dans les équipes, soit dans les familles. Ouais. Et je me dis que c'est quelque chose qui est chouette d'aborder, comment soit donner des conseils pour les directrices et comment les aider à les mettre en valeur, mais aussi pour les éducatrices qui écoutent ces podcasts, justement lui donner des avis, etc., et des conseils, parce que je trouve qu'elles ont vraiment une position qui est pas facile. Comme on dit toujours, elles sont au milieu entre les pro-terrain et la direction, et ça, c'est toujours une posture qui n'est pas simple et qui n'est pas à l'aise. Donc, je me dis que ça peut être peut-être une idée. Super idée. D'ailleurs, je lance un appel si un éducateur ou une éducatrice m'écoute et qu'il serait à l'aise pour pouvoir échanger sur ce point, ce sera avec grand plaisir pour un nouvel épisode. Merci Tatiana, je te souhaite plein de bonnes choses et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Tatiana. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les références citées dans la description et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn ou Instagram sur les petites canailles. Si vous souhaitez me donner encore plus de force sans trop d'efforts et aider à la diffusion de ce podcast au plus grand nombre, je vous propose de le partager autour de vous, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et d'ajouter un petit commentaire. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites transmissions.